Bonsoir, on continue de décortiquer les 190 articles du projet de constitution par grand chapitre. Pour parler ce soir des développements territoriaux, des préfets, des bourgeoisies, j'accueille Sandro Fontana, Nicolas Mettan, Marius Dumoulin et Frédéric Piclou. Bonsoir messieurs. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. On a la chance d'avoir des gens qui étaient présidents de commission ici, avec Frédéric et Nicolas. On va faire un débat autour de nouveau, toujours ce qui est innovant dans ces textes. On se pose d'abord une première question. Euh, on sait qu'en Valais, les communes sont très fortes. On a des communes qui sont d'ailleurs aussi très fortes au Grand Conseil. On sait qu'au Grand Conseil, on a ce besoin en Valais, et je pense que c'est très bien pour ce parti qui aime la subsidiarité, de défendre la première entité politique. Et est-ce que ça a été la volonté du, des constituants pendant ces travaux? Est-ce que c'est des travaux qui ont été dans cette direction-là? Nicolas, peut-être. Oui, je crois qu'on peut le dire dès le début des travaux, puisque j'ai eu la chance d'être président de commission au tout début de la réflexion sur ces questions-là. Et très vite, on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'on allait ancrer dans cette constitution le rôle très important de la commune comme acteur de proximité, comme en application aussi du principe de subsidiarité qui nous est cher, et comme lieu aussi où s'exerce un peu la démocratie de proximité. Et donc, on a reconnu la nécessité d'avoir des communes fortes, mais aussi, c'était aussi la contrepartie, c'est qu'elles soient capables d'assurer des services de proximité, de qualité. Et dans ce sens-là, il y a la nécessité qu'elles aient les moyens effectivement de faire face à ces obligations. Donc, il y a aussi en contrepartie la nécessité qu'elles se dotent ou qu'elles aient une taille suffisante pour assurer ce que le citoyen est en droit d'attendre de la part des communes. Et puis aussi une ouverture sur la collaboration intercommunale assez vite parce qu'on ne peut pas tout faire à l'échelle de la commune. Il faut être capable de regarder au-delà pour collaborer le cas échéant. Juste, et puis ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les autres cantons, et les cantons, les communes n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais ici c'est vrai qu'en Valais c'est le cas, et ça sera encore le cas avec ce projet de constitution. Une des premières questions qu'on peut se poser, c'est la question de l'avantage et des démarches qui ont été faites, la pensée qu'il y a eu là derrière, du découpage du Valais, de passer du découpage de 13 districts à 6 régions. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé, les débats, et puis qu'est-ce qu'il y a eu comme argument pour... Mhm. Ok, alors effectivement, on part d'une situation avec 14 districts, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. 13 districts, on en a Oui, il y a des 14. ministres. Il y en a 8 dans le Valais roman et puis 6 dans le Haut. Donc on est parti de cette situation à 14 districts, avec quand même le constat que c'était un peu un héritage du passé. Évidemment, les 13 étoiles, mais il y a 14 districts, donc déjà là, il y avait quelque chose qui nous titillait. Et puis, donc, héritage du passé, avec des districts qui parfois étaient découpés de manière assez surprenante, comme le mien. Moi, je viens du district d'Airain. On a cette partie Val d'Airain et puis le En face. rattachement Ouais. d'Aïa, etc. Alors, on a compris, on a cherché à savoir pourquoi déjà les districts avaient été faits de cette manière-là, et puis il y avait des raisons historiques, il fallait que le poids des villes soit compensé par le poids des montagnes, des campagnes, Pour etc. le district de Comté, Exactement, le district de comté balancer qui le est fait Haut-Valais. de toutes pièces. Dans le Haut-Valais, on voit qu'il y a Rarogne occidentale, Rarogne, enfin voilà, il y a vraiment le poids de l'histoire là-dedans. Et puis, notre volonté, c'était non pas alors de faire fi du passé, mais de se poser les bonnes questions, enfin ce qu'on estimait être les bonnes questions, et puis de se dire, mais comment est-ce qu'on vit actuellement dans le Valais aujourd'hui, et quelles sont les réalités économiques, les réalités politiques, etc., de la population valaisanne aujourd'hui. Donc, on est assez rapidement arrivé à la conclusion que ces districts n'avaient plus vraiment de raison d'être, n'ont d'ailleurs plus tellement de rôle, à part celui du préfet, mais on voit que dans certains endroits, ça marche très bien, dans d'autres, un petit peu moins. Donc, on s'est posé la question de quelle était la bonne taille. Déjà, est-ce qu'il fallait un échelon intermédiaire? On a vu que dans le projet R21, on supprimait simplement les districts et sans ajouter de couches intermédiaires entre les communes et le canton. Et puis, on est quand même arrivé à la conclusion que c'était nécessaire de maintenir cet échelon intermédiaire, ne serait-ce que pour permettre aux communes, justement, dont on a renforcé l'autonomie, de pouvoir quand même garder une tribune, une sorte ouais, de collaboration à un stade intermédiaire avant d'aller dans celui du canton. Donc, ensuite, alors, à partir du moment où on est arrivé à la conclusion qu'il fallait maintenir cet étage intermédiaire, se poser la question de la taille des districts. Alors, peut-être Nicolas peut expliquer aussi quelle a été la réflexion de la commission en début de Oui, le débat processus. a tourné sur le nombre et de ces régions
Et puis, il y a deux variantes qui sont arrivées assez tôt. Une variante à 3 régions qui était la variante que je soutenais, venant du district de Saint-Maurice. C'est effectivement le district de Saint-Maurice, c'est peut-être celui qui est le plus impacté par un découpage à 6 régions. Puis 3 régions, je trouvais que ça laissait plus de flexibilité pour des organisations plus petites ou plus grandes. Parce que toute frontière, c'est à la fois un passage, mais c'est aussi une séparation. Et les séparations, si on peut les éviter, c'est mieux. Mais assez vite, la commission, même en commission et après en plénum, une certaine majorité assez claire s'est faite en faveur du modèle à 6 régions organisées autour des villes. Et par la suite, ça a coïncidé aussi avec le découpage en 6 circonscriptions électorales. Donc, il y a une convergence à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on peut vivre avec ce modèle à 6 régions. Et quelque part, il fait sens. Pour autant qu'on ait une approche qui soit souple. Il n'y a pas de modèle idéal pour réaliser toutes les tâches. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans ce schéma à 6 régions. Il faut être capable de travailler à plus petite échelle si on veut, à plus grande échelle, comme pour les agglomérations, si on veut, voir aussi à maintenir les institutions qui fonctionnent déjà dans le district actuel. Il n'y a pas de raison de les couper parce qu'on passe à 6 régions, par exemple. Et ça, c'est important aussi, justement, pour ton district. En travaillant sur la campagne des fédérales, j'ai été regarder l'atlas statistique de la Suisse. La population valaisanne est à 80% urbaine. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et selon les indicateurs, hein, c'est 80% urbain. On a quand même toute cette plaine. Tout ce qui est même au départ des vallées aussi est considéré comme des populations urbaines. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ce découpage-là autour des villes de laisser peut-être un peu de côté les fonds de vallée ou pas? Est-ce que c'est une remarque une question qu'on peut se poser? Moi, je pense qu'à partir du moment où on reconnaît l'autonomie des communes et puis que les communes finalement gardent toute leur raison d'être, je pense que ce risque-là n'existe pas. Là, on parle simplement d'un échelon intermédiaire entre canton et commune, d'une tribune de collaboration. Bah, justement, je pense que le fait d'avoir ces arrondissements-là, ça va plutôt permettre aux communes périphériques d'être encore plus actives et plus présentes dans le tissu économique et social. J'ai l'impression que cette variante a trouvé assez vite un consensus. Et puis, dès lors que on veut faire un découpage, qu'on a ces 6 villes, qu'on veut garder les régions de montagne avec les villes, j'ai l'impression que cette configuration s'est imposée assez rapidement. Et j'ai aussi l'impression que la toute grande majorité allait dans ce sens. Ok. Marius. Si je peux juste peut-être donner l'exemple pourquoi un district actuellement ne répond plus à la réalité, c'est que sur le plan économique, sur le plan des collaborations intercommunales, on s'aperçoit qu'on sort des limites. On a l'obligation de sortir des limites de district. District de Sion, nous avons des contacts étroits avec Ayen, qui fait partie du district des Reins, avec Saint-Léonard, qui fait partie du district de Sierre. Donc, il est tout naturel, par exemple, dans les conférences de présidents du district de Sion, d'avoir des représentants de ces communes. Ouais. On a dans le district de Comté la question Chamoison, Martigny ou région de Sion. Et puis d'autre part, on remarque que dans notre région, on est peut-être privilégié puisqu'on a une association régionale avec les 3 districts de Sion, Rhin, Comté, 16 communes. On s'aperçoit qu'on n'a pas ce risque pleine montagne puisqu'on n'a qu'une ville. Et puis ensuite, on a des communes du coteau, de communes de montagne. Ça, c'est fort. Qui sont fortes, et il y a une très bonne cohésion, collaboration, et on a des projets communs qui satisfont aussi bien la ville que les communes de montagne ou de coteaux. Ce que tu dis, Marius, ça corrobore exactement le fait qu'on a besoin de quelque chose entre la commune et le canton. Mais c'est quelque chose qui vient d'en bas au lieu de quelque chose qui vient d'en haut. Alors, on revient sur on va y arriver assez vite, je pense. Le rôle du préfet. Le rôle du préfet aujourd'hui, dans ces 13-14 districts, c'est d'apporter la bonne parole du Conseil d'État aux communes, mais de manière simple. Il va évoluer. Mais c'est un élément, je crois qu'on se base sur le fait que le préfet est le représentant du Conseil d'État, mais on ignore bien souvent le travail de base qui est fait par le préfet à travers ses conférences de présidents. On se réunit 5 fois par année avec des thèmes qui permettent aux présidents de communes d'être en contact soit avec des conseillers d'État, soit avec des chefs de service, de partager des soucis, puis en même temps de transmettre, je dirais, la problématique à ces personnalités qui sont des personnalités qui décident. Donc ça, c'est un élément, je dirais, important et qui est souvent ignoré de la fonction du préfet. Et qui, dans ce texte, dans ce projet de constitution, justement,
il y a une inversion par rapport à ça Voilà. et qui fait que Alors, il y ça a prise eu, en au niveau de la compte. commission, parce que j'étais dans la commission qui s'est penchée sur cette notion de préfet, on avait des anciens présidents de communes, une présidente de commune en place, et chacun a reconnu quel était le rôle de cette personne que l'on appelle préfet ou autre dans cette relation entre les communes et le Conseil d'État. Et même lorsqu'on a eu une rencontre, les commissions 8 et 10 à l'époque, le comité de la Fédération des communes valaisannes a souhaité justement que ce préfet qu'on voulait, ou coordinateur soit émane de la base, donc des communes, et ne soit plus quelqu'un imposé Nommé par le Conseil d'État. Le vocabulaire, c'est très important. Ce mot de coordinateur, ça sonne quand même un peu moins noble, un peu moins napoléonien, on va dire, Ben, que préfet, ce qui s'est passé, préfecture. On est sûr. c'est qu'on aurait voulu utiliser le mot préfet, et puis finalement, c'est quelque chose justement qui est peut-être appelé trop Napoléon et autres. Ensuite, on est arrivé Mais là, à ça la fait notion- Club Med, presque, Oui. coordinateur. Non, mais c'est- Ah, non. je m'excuse, mais alors moi, j'ai toujours défendu, enfin, dès très très vite, Ouais. même hors commission, le fait de l'appeler coordinateur, parce que Coordinateur, ok. c'est exactement sa mission. C'est exactement le rôle de la personne en question, de coordonner. Mais on lui enlève, bon, on n'aime pas les prestiges en Suisse dans les autorités politiques, Je- mais on je- lui enlève un petit peu quand même de prestige. Je, Oui. je suis d'accord que historiquement, le préfet, le terme a grande valeur, mais j'espère que celui de coordinateur l'aura aussi bientôt. Ok, Mais entre deux, peut-être. n'oublions pas qu'il y a eu la proposition de président de région. Et c'est lorsqu'on a mis en consultation le premier projet de constitution, ce sont des présidents de communes qui sont montés au créneau en disant mais on ne veut pas de président. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu trouver un nouveau terme. Et après discussion, on est arrivé sur le C'est- terme de c'est- coordinateur régional. C'était quand même correct, hein, cette remarque des présidents. Ouais. Oui, tout à fait. Président, ça aurait été peut-être un peu fort. Ouais. Mais Ouais, ça coïncide avec, avec le mode d'élection qui a été choisi, le mode de désignation finalement de ce coordinateur, qui est l'émanation. Le préfet, historiquement, et aussi dans sa définition, c'est vraiment l'envoyé de l'État auprès des communes. Donc cette notion-là, comme on a inversé un peu le système, il fallait changer de nom. Et puis cette question de coordinateur, dans la mesure où il est désigné aussi par l'ensemble des présidents et vice-présidents des communes concernées, ça a du sens. Après, s'il y avait une élection, on ne connaît pas chez nous le préfet qui a des fonctions exécutives, des Non, fonctions administratives importantes, Fribourg, avec une peut-être, élection. Oui, Fribourg a un peu ça. oui, mais avec toute une administration, avec des Exactement, compétences ouais. effectives qu'on Mais n'a c'est- jamais connues on n'est chez nous. pas- c'est pas- on n'est Donc pas on dans ne le voulait pas modèle non fribourgeois. plus mélanger avec ce rôle-là. Donc on verra à l'usage s'il faut le changer. Et ben, en ce qui concerne la nomination donc, de ce coordinateur régional, il est clair qu'au départ, l'idée c'était de dire ce sont les présidents des communes de la région. Et puis, il y a quand même eu une grande discussion de peur de voir ressortir des préfets venant d'un parti monocolore, etc. Et on s'est rendu compte que dans les communes, la grande majorité des communes, le président et le vice-président ne sont pas nécessairement du même parti. Alors, en prenant les présidents et les vice-présidents, eh bien, on essayait d'atténuer un On petit aura un peu- arc-en-ciel. Voilà. C'est formidable. On a trouvé un consensus tout à fait correct parce qu'il était aussi question à un moment donné de demander à l'ensemble des conseillers communaux de se prononcer. Et à un moment donné, on a dit non, ce serait C'est trop. beaucoup. Et Ouais, je ça pense peut que faire beaucoup. c'était juste de s'arrêter à un nombre quand même relativement restreint de personnes Ouais, puis qui sont vraiment, vraiment en charge dans certaines communes. qui ont des vraiment responsabilités là, ouais, effectivement. absolument. Puis, juste peut-être rajouter qu'une des propositions de la première commission, contre notre avis d'ailleurs, et puis c'est pour ça qu'on rigolait, parce qu'on a eu beaucoup de discussions autour de cette question des coordinateurs, des préfets, on a cherché le terme, on a cherché le mode d'élection, donc tout au départ, il était question d'avoir une nomination, une élection de ces coordinateurs par le peuple. Donc, simultanément aux élections communales, on aurait dû aussi désigner ce coordinateur. Donc, c'était quelque chose qui était finalement très compliqué pour une fonction qui se voulait vraiment quelque chose, effectivement, Oui. de plus de coordination Ouais. du travail des communes que de présidence ou avec une certaine légitimité. Là, selon moi, démocratique, sans renforcée. dénigrer personne, je pense que ça aurait été très compliqué à lier Oui, bien une sûr. élection supplémentaire. Bon, sur les préfets, je pense que de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Enfin, sur les coordinateurs de région, on a fait un petit peu le tour de la question. Il y a une autre innovation. Alors là, on rentre dans la mécanique des budgets communaux. Il y a une innovation sur le vote des budgets, rubrique par rubrique. Marius, Alors qu'est-ce que ça justement, amène?
Alors, c'est clair que lorsque tu présentes le problème sous cette forme-là, ça peut faire peur aux citoyens. Mais si on va lire l'article 110 qui est proposé pour la nouvelle Constitution, on dit que le budget peut être Oui. voté point par point. Et je pense que c'est quelque chose qui ne paraît pas, je veux dire, dangereux dans le sens que si tout d'un coup il devait y avoir une discussion, une discussion sur un des thèmes précis, eh bien, ça permettrait de débloquer un petit peu la situation sur l'ensemble du budget. Parce que si tout d'un coup, on a une série de citoyens qui disent « mais moi, je ne veux pas, par exemple, cet investissement », donc, au moment du vote final, on dira « ok, alors moi, je refuse le budget ». Tandis que si on arrive dans des cas limites, à dire « voilà, ben ok, les citoyens ont des remarques à refaire sur certains points du budget, eh ben, ayons le courage de dire on les vote point par point, et puis ça permet quand même de sauvegarder une grande partie des propositions qui sont faites par l'exécutif communal, quoi. Et puis peut-être d'éviter de faire plus d'assemblées primaires. Voilà, exactement. Comme ça, parce que Mais c'était la volonté de certains constituants, notamment qui sont membres de conseils généraux, de pouvoir exercer peut-être un rôle ou un plus grand sur le travail de Ouais. budget. Parce que si on ne donne pas le choix, que de choix de voter en bloc, des fois ça limite peut-être Ça la limite, possibilité ouais. d'intervention et de discussion sur le budget. Notion de transparence aussi. Voilà, mais là, elle peut, donc voilà. Ça va avec ça. Les prisons ont bien accueilli ça. Il n'y a pas eu de remarques dans la Non. consultation. Non, la seule discussion qui est lieu, est-ce qu'il fallait le mettre à l'échelle de la Constitution ou bien plutôt le réserver dans la loi? Ça, c'est une question qui s'est posée. Et puis, ça restait dans la Constitution. Ok. Mais on peut vivre avec ça. Dans le même sens, puisqu'on parlait des conseils généraux, à partir de 5000 habitants, on doit avoir un conseil général pour une commune. Donc ça concerne les villes du Haut-Valais de Natersbrigg, Viège et Zermatt, qui n'est pas une ville, mais voilà, qui a plus de 5000 habitants. Et puis dans le Valais roman, ça concerne pas mal de petites communes. Tramontana et Nada, en tout cas. Tramontana, Nandas, Ils n'ont pas encore. Saxon peut-être. On n'est pas sûr qu'ils aient, mais peut-être que ça viendra. Tramontana a voté là-dessus Oui. d'ailleurs, en 2018-2019, je sais plus. Donc ça, si on peut... Donc là, la population doit se prononcer, elle peut dire oui ou non. Oui, hein. C'est quand même le... Alors, ce qui s'est N'impose passé, pas. c'est que dans une première version, on imposait à toutes les communes de plus de 5000 le conseil général. Et puis, comme on l'a dit, dans le Haut-Valais, on ne sait pratiquement pas ce que c'est qu'un conseil général. Mhm. On avait le sentiment tout d'un coup de frustrer un petit peu les Hauts-Valaisans. Et puis même dans le Valais roman, parce que moi je viens d'une commune où on n'a jamais été vraiment favorable à un conseil général. Mhm. D'ailleurs, on compte beaucoup sur la constituante pour savoir ce qu'il en sera pour l'avenir. C'est bien qu'il a fallu trouver un moyen terme, et puis on a dit, ben voilà, c'est 5000 et plus, mais avec l'obligation de soumettre l'objet à la population dès la mise en place de la nouvelle constitution. Dès le 5001e Voilà, exactement. naissance. Mais c'est une bonne solution. Il me semblait aussi que 5000, ça faisait sens. Bah oui. Et puis, je pense que c'était aussi essentiel de ne pas figer, de ne pas obliger. Parce que voilà, nous, on est censé ici, dans ce projet, donner quelques pistes, quelques lignes directrices, ce que vraisemblablement, j'espère, on a réussi à faire. Et puis, je pense qu'il est correct de laisser une certaine liberté de manœuvre aux différentes communes. Et puis Une commune avec moins de 5000 habitants peut aussi... Aussi, doter exactement. d'un- Voilà, Oui, ça va dans les deux sens. Donc, Puis Comme c'était ils veulent, c'était très une bien. revendication forte de nos collègues au Valaisans qui ont été entendus sur ce Ouais. sujet, puisque c'est pas une tradition chez eux. Et donc, dans la mesure où la population peut décider, si la population est attachée à l'Assemblée primaire, ben, elle le manifestera et puis le modèle peut continuer. Est-ce qu'on sait si les Hauts-Valaisans participent beaucoup à leur assemblée primaire? Parce qu'ici, dans ce canton, pour en avoir fait quelques-unes, ça devient un petit peu tristoun. Alors apparemment, c'est aussi le cas dans le Haut-Valais. On a Hein, parlé aussi. avec nos collègues haut-valaisans qui... Enfin, je dois dire quand même que les membres de notre commission étaient assez favorables à presque l'obligation du Conseil général à partir de 5000 habitants, Mais pas le plénum. mais pas le plénum, bien sûr, parce que là, il y avait des pressions politiques qui étaient plus fortes qu'en commission. Mais on sait, d'après les discussions qu'on a eues, que les assemblées primaires dans le Haut-Valais, même dans les villes, sont assez peu fréquentées. Puis c'est en fait ça la base de la réflexion. Parce qu'on se disait que c'est quand même un peu problématique que des décisions pour une commune de 15 000 habitants soient prises par une poignée de citoyens dans une assemblée primaire. Donc finalement, le sens de la démocratie, il est assez limité, puisque ces citoyens, on voit bien comment ça se passe. Vous allez à une assemblée primaire, vous n'avez pas les documents, vous n'avez
pas pu consulter les projets, les budgets, les comptes, etc. Puis il y a peut-être des partis puis, qui font venir aussi Mais les bien gens. sûr, après, vous c'est- pouvez avoir des espèces de putsch parce que certains ramènent évidemment beaucoup de gens. Et puis, quand vous voulez, même si vous êtes au point sur un sujet, puis que vous voulez essayer d'intervenir, souvent vous n'avez pas de micro, vous êtes en face du président de commune qui lui est sur scène. Et puis, on voit bien que c'est compliqué. Donc, on se disait que vraisemblablement, en tout cas à partir d'une certaine taille, on aurait souhaité ou pensé qu'il était bien et adapté d'avoir un conseil général. Puis c'est un peu la contrepartie de l'idée qu'on a dit au début d'avoir des communes fortes. Si on a des communes fortes qui ont des moyens avec une certaine taille suffisante, alors en contrepartie, il faut aussi Un contrôle. un pouvoir qui contrôle et qui peut faire un travail d'analyse suffisant pour dialoguer, pouvoir contester les propositions de l'exécutif. Moi, j'aimerais peut-être donner l'avis de quelqu'un qui est un petit peu tiède face à cette notion de conseil général. Tout d'abord, je me rends compte que si, au moment où on prévoit l'ordre du jour d'une assemblée primaire uniquement avec un budget ou avec des comptes, c'est clair qu'on n'attire pas la Il foule. faut mettre un apéro. Mais de toute façon, il y a l'apéro à la fin. Pas que. Mais par contre, j'ai pu voir que lorsqu'il y a des objets qui sont vraiment importants, on peut aller jusqu'à 300 ou Ah oui. 800 personnes. Ça signifie que les citoyens arrivent à se déplacer, à s'intéresser, à être motivés. Lex Weber. Maintenant, l'idée qu'on puisse être noyauté politiquement, pardon, mais ça existe au sein d'un conseil général, Aussi, puisqu'il y a une représentation proportionnelle, donc on peut avoir ce tuyautage, si on veut. C'est pour ça que moi, je me dis, c'est vrai que conseil général, on va traiter peut-être de 25, 30, 40 millions avec 80 personnes. Mais je crois que les citoyens font confiance justement aux autorités, tout comme devront faire confiance les conseillers généraux, quoi. Alors, il y a, ça c'est vrai qu'on peut rentrer aussi après dans des dimensions de politicaille, hein, où on a Oui. peut-être un conseil général qui a une autre couleur que l'exécutif, Oui, et ça qui peut- veut, ça, c'est sûr voilà, que- ça arrive. Ouais. On a fait, je pense, un peu le tour sur cette question. Il y a toutes les questions qui concernent la bourgeoisie. Alors là, il y a aussi toute une série d'articles, il y a des innovations aussi à ce niveau-là, notamment l'obligation d'avoir un conseil bourgeoisial euh, séparé de la commune. Donc là, quelle était la nécessité? Puis quels sont aussi, il y a l'article 121, puisque les gens peut-être nous suivent avec la Constitution sous les yeux, qui demande aussi que les bourgeoisies incapables de constituer un conseil doivent fusionner ou se dissoudre et reprendre, et il peut y avoir une reprise du patrimoine par la commune. Donc quel était le sens de la démarche là derrière, les constats, puis en quoi c'est une amélioration? Bon, du genre, peut-être en deux mots. D'abord, cette reprise de R21. Donc, on n'a pas spécialement innové dans ce domaine-là. Il y avait déjà la proposition de mettre fin au régime hybride d'un conseil général, d'une bourgeoisie ou d'une Ouais. commune bourgeoisiale séparée, et donc d'un conseil bourgeoisial bourgeois. séparé. Et puis, de mettre fin au modèle hybride où il n'y a pas de conseil bourgeoisial désigné, où c'est le conseil municipal qui gère les affaires de la bourgeoisie. Toi, tu as été... Oui, et moi j'ai Des vécu deux ce côtés. modèle-là. Alors, toutes les bourgeoisies qui ont des biens, un patrimoine important, eh bien, en fait, trouvent des gens pour s'occuper de la gestion et donc d'élire un conseil bourgeois. Pour les autres, c'est souvent la commune municipale qui fait ce travail. Effectivement, on arrive des fois à des situations un peu compliquées où il y a des transactions entre la commune et la bourgeoisie, où le président de la commune est en même temps président de la bourgeoisie. Donc, il fallait un avis d'une commission bourgeoisiale qu'il faut désigner par rapport. Ça posait quand même quelques difficultés. L'idée, c'était de mettre fin à ce modèle hybride. Donc, tout en rappelant le rôle des bourgeoisies, qui est très important, qui est voulu, avec un rôle identitaire ou de gestionnaire aussi de biens communs. Mais c'est important qu'ils puissent le faire, qu'ils se donnent les moyens de gérer ça de manière indépendante. Et c'est ça qui a guidé cette réflexion, qui avait déjà été faite par d'autres et qu'on a reprise à notre échelle. Alors pour celles qui n'arrivent pas justement à nommer un conseil bourgeoisial, elle a deux solutions. Elle peut fusionner avec une autre bourgeoisie. On sait que les bourgeois en général, ils aiment pas trop aller fusionner comme ça. On a vu par exemple Collonges, un exemple d'une fusion qui a été un petit peu compliquée à Saint-Maurice, notamment à cause de la bourgeoisie de Collonges. Donc ça peut peut-être fonctionner. Ou autrement, alors c'est clairement une reprise par la commune. Et ça va pas créer trop de charges pour les communes, a priori. Alors, apparemment, ça concerne surtout évidemment des petites bourgeoisies, Des petites donc il y a un bourgeoisies, patrimoine restreint, parce que comme l'a dit Nicolas, celles qui sont fortunées n'ont
trop de soucis à constituer des conseils et puis à gérer leur patrimoine. Donc celles qui sont plus petites, effectivement, elles ont souvent un patrimoine qui est constitué de forêts, peut-être de quelques alpages, etc. Riche en terrain pauvre. Oui, voilà. Mais c'est un patrimoine important. Donc effectivement, la réflexion, elle a été double. D'une part, de dire, ces petites bourgeoisies qui n'arrivent pas à se constituer un conseil bourgeoisial peuvent fusionner entre elles. Donc on peut imaginer plusieurs bourgeoisies qui fusionnent, même si les communes elles-mêmes n'ont pas fusionné. Donc c'est le modèle inverse d'Anivier, par contre, par exemple, où les communes municipales ont fusionné, mais pas les bourgeoisies. On pourrait imaginer le modèle inverse, où plusieurs petites bourgeoisies fusionnent entre elles pour arriver quand même à avoir une taille critique et permettre de maintenir ce système-là. Et puis le deuxième axe de réflexion, c'était de dire, mais qu'est-ce qui se passe si vraiment une commune bourgeoisiale ne veut pas fusionner ou ne peut pas fusionner, on peut imaginer. Qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'était de dire, alors, en tous les cas, sauvegarder ce bien commun, donc ce patrimoine dans la main publique, et non pas éviter évidemment que ça passe en main privée à des sociétés, etc. Donc, dans ce cas-là, la seule solution qui nous est apparue, c'était une reprise de ce patrimoine-là par la commune municipale concernée. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on avance et puis qu'on laisse le plus possible de liberté à Il y a chacun de géométrie s'organiser, variable, hein. Oui. de s'organiser comme on veut. Là, on propose un système qui vit et qui fonctionne extrêmement bien. J'en ai fait l'expérience dans ma commune, respectivement ma bourgeoisie. À Colombey-Murat, on a ce principe qui est séparé et qui vraiment contente tout le monde. Donc, c'est pas l'idée d'imposer quelque chose qui fonctionne, c'est dans l'idée de dire, OK, là-bas, ça fonctionne avec un certain nombre d'habitants, avec un patrimoine, et pourquoi pas tester ceci ailleurs, mais sans l'imposer, encore une fois. Ça marche, mais si vous pensez devoir ou pouvoir faire autrement, faites-le. Je pense que, encore une fois, l'impulsion correcte a été donnée, puis ensuite libre à chacun de s'organiser un petit peu comme il veut. Oui, c'est assez cohérent. Mais je pense quand même que le principe de la fusion sera celui qui sera le plus souvent choisi. Ah, Il y a quand même ce souci de dire on maintient une entité communale plutôt que de dire on va aller... Comme je vous le savez, on a dirais, vécu collaborer récemment avec une commune voisine, enfin une une bourgeoisie expérience assez voisine. traumatisante à Colombey-Murat avec cette idée de fusion avec la ville de Monté. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Très, très vite, on est arrivé à s'entendre dire, OK, les communes, si elles estiment nécessaire de le faire, elles pourront fusionner. Mais les bourgeoisies, vous pouvez chacune rester avec Parce que vous avez vos avoirs, votre patrimoine. vos savoirs, Ouais. vos biens séparés. C'est très Donc, bien, c'est très bien comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment Ça- une bonne enfin, idée. C'est mais quelque chose Ça qu'on peut vivre en tout défendre. cas un Ça peut certain vivre, temps comme ça. ouais, Ça ouais. peut vivre comme ça. Et puis, exactement. bon, c'est quelque chose aussi, c'est quelque chose que tous les cantons suisses n'ont pas. Mais avant, tu as dit riche en terrain pauvre. Alors, il y a quelque chose qui est vachement intéressant là derrière, c'est que si on revient dans l'histoire des bourgeoisies, comment ça c'est. Alors, effectivement, il y a des fois justement des communs comme ça qui ont été mis, qui étaient des fois pauvres, mais il y a des endroits qui étaient pauvres, puis tout à coup, ça devient des zones qui sont extrêmement riches. On pense aux forêts au 19e siècle, on pense peut-être aux marécages vers Fuy, etc., qui étaient des zones que les gens ne voulaient pas, mais qui appartenaient. Il y a plein d'exemples Au comme terrain ça de la qui- bourgeoisie de Zermatt, par exemple. Exactement. Qui étaient Il y a des terrains vaches choses qui se sont- évoluent. Ou au Verbier. Et puis peut-être pour conclure, il y a cette notion de bien commun qui nous vient de l'histoire, qui nous vient de nos ancêtres, qui devaient quand même lutter, qui devaient vivre ici dans des conditions assez compliquées. Et pour éviter que ce soit la guerre de tous contre tous sur ces choses comme les forêts, les pâturages, les choses comme ça, l'eau, il y a plein de choses. Cette notion de bien commun, elle a très vite été ancrée ici dans notre mentalité. Est-ce que ça, dans ce texte, dans ces articles, est-ce que ça reste? Est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose? Alors c'est un regret que j'exprime ici, mais bon, peut-être mes collègues seront d'accord avec moi. Effectivement, cette notion du bien commun était présente dès la première formulation de l'article, quand on a parlé des bourgeoisies en disant qu'elles avaient un rôle important de gestionnaire des biens communs. Et puis, tout à la fin de la discussion, et de manière un peu malheureuse, je le regrette parce que je n'ai pas réagi à un moment où un constituant a fait la proposition de remplacer la notion de bien commun par la notion de patrimoine. Je pensais que cette proposition serait balayée, et puis, contre toute attente, elle a été acceptée à une faible majorité. La notion de bien commun a été liquidée comme ça. Et c'est un regret a posteriori parce que quand on discute de la Constitution, on aime bien aussi donner une coloration, disons, qui propre à notre Constitution et qui peut mettre en avant des spécificités. Puis là, avec les biens communs, on a effectivement un modèle qui a bien fonctionné dans le passé et puis qui offre aussi des perspectives intéressantes pour le futur. Et moi, je regrette beaucoup qu'on ait abandonné cette notion parce qu'il y a
c'est un modèle de collaboration, c'est un modèle aussi intermédiaire entre la gestion privée et la gestion publique, et qui serait intéressant à réinterpréter aujourd'hui et à réutiliser aujourd'hui, notamment Entre sur les la questions. propriété privée, le bien Voilà, public, c'est un modèle avec justement la et on en coopérative parle de coopération. beaucoup aussi dans la littérature. Il y a un prix Nobel qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Mhm. Et puis aujourd'hui, avec notamment la gestion de l'eau qui devient un élément. Bernard Et Stiegler on aussi aurait- en France. Voilà, on aurait là certainement des outils et une manière de travailler ensemble qui offrirait des perspectives. Alors, c'est pas impossible de continuer à travailler sur cette notion. C'est un petit peu dommage qu'on l'ait Ouais. liquidé un peu rapidement. Elle s'appelle patrimoine, peut-être que voilà, ça pourrait être... Ce que tu dis est Salut. complètement Mot de la correct, fin. mais on est bien d'accord que très très souvent on entend parler de patrimoine bourgeoisial. Et en lieu et place de bien commun bourgeoisial, je ne sais pas si ça sonne moins bien ou s'il a fallu évoluer dans la terminologie, mais il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Personnellement, ça ne m'a pas vraiment gêné. Mhm. On joue un peu sur les mots. Je vois Voilà. mais derrière la notion de commun, il y a beaucoup Ça de. Il y a une demande du réflexion vocabulaire, mais je qui. suis d'accord avec Il y a toi. une histoire et puis il y a une réflexion qui est assez actuelle. Et c'est pour ça que je tenais à ce que ce terme. Mhm. J'aurais bien aimé que ce terme soit maintenu. Mhm. Sandro, Nicolas, Marius, Frédéric, merci beaucoup pour ce débat. C'était un plaisir, merci à toi. Et comme je dis à chaque fois, on se retrouve le 30 novembre. On compte sur vous. Il y aura probablement beaucoup de questions de la part de nos membres du conseil de parti. Le choix de notre parti par rapport à ce texte, je pense que c'est un choix qui est attendu. Pas forcément capital, mais il est attendu par les gens. On se réjouit de savoir la position de notre parti. Donc, ça sera le 30 novembre à la salle du Grand Conseil. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup.